Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Robert Malley. Il est diplomate américain. Il a été en charge du Moyen-Orient à la Maison-Blanche sous Clinton, Obama et Biden. Bonjour Robert Malley. Bonjour. Vous enseignez aujourd'hui à l'université de Yale et vous avez coécrit, je devrais dire, un livre publié en anglais, Tomorrow is Yesterday. Demain, c'est hier, si je peux traduire. Ça a été coécrit avec le négociateur palestinien Hussein Agha. Alors avant de revenir sur cet ouvrage, évidemment, l'actualité, c'est l'accord que Donald Trump a conclu pour faire cesser la guerre à Gaza. Alors vous avez travaillé pour l'administration Biden, d'autres administrations avant. En quoi est-ce que la méthode de Donald Trump a été différente et peut-être plus couronnée de succès que toutes les méthodes auxquelles vous avez participé? Oui, je pense qu'il faut le souligner. D'abord, il faut être un peu réservé sur les louanges adressées au président Trump. Il est vrai qu'il a laissé le gouvernement israélien violer l'accord de cessez-le-feu qui avait été conclu en janvier, puis a donné carte blanche à Netanyahou pour continuer les massacres à Gaza. Mais il faut reconnaître le fait que ce qu'il a accompli aujourd'hui, son prédécesseur n'en était pas capable. Je pense qu'il y a une réponse très simple, c'est que le président Trump a fait usage de politique et l'exercice du pouvoir et de dire aux partis, en particulier à la partie israélienne, mais aussi aux pays arabes qui parlaient à et pour le Hamas, ça suffit, cette guerre doit se terminer. Et je pense qu'ils l'ont respecté, ils l'ont craint et donc ils lui ont donné, ils ont fait en sorte que son plan ait pu réussir. En tout cas, la première phase du plan que nous voyons aujourd'hui se manifester. Est-ce que on peut dire, comme ça a été dit, écrit, que peut-être les frappes israéliennes contre le Qatar, enfin au Qatar contre le Hamas, pour être plus précis, le 9 septembre, ont été un tournant parce que du coup, ça a fait que des pays arabes, musulmans même, je pense à la Turquie, se sont joints à cet effort et ont permis d'arriver là où on est aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'il y a des circonstances qui expliquent le timing de cet accord, que ce soit la fatigue israélienne, le fait que l'armée israélienne a fait presque tout ce qu'elle pouvait faire et pas beaucoup plus. Je pense que pour le Hamas, le calcul a changé. Les otages, ils pensaient que c'était une protection et un outil est devenu un coût, un fardeau. Donc, garder les otages ne les bénéficiait plus. Et la frappe contre les frappes israéliennes au Qatar. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas ces circonstances-là qui ont vraiment fait la différence. C'est le président Trump et sa méthode et le fait qu'il ait mis le point sur la table et qu'il a dit « ça suffit, on arrête cette guerre ». Donc oui, les circonstances ont aidé, mais les circonstances ne suffisent pas. Il fallait cette volonté politique et je pense que là, il faut le reconnaître. Le crédit en revient au président. Alors évidemment, c'est toujours très, très fragile. Il y a à l'avenir une gouvernance internationale de Gaza qui doit se mettre en place. On a parlé de différents acteurs. Mais est-ce que pour les Palestiniens de Gaza, mais aussi de Cisjordanie ou d'ailleurs, c'est acceptable d'avoir une sorte de protectorat sur eux alors qu'ils réclament le droit à l'autodétermination, un État, etc. Écoutez, on pourrait passer des heures à décortiquer le plan du président Trump et en quoi il est totalement inacceptable pour les Palestiniens. Enfin, il suffit de regarder le fait qu'on demande aux Palestiniens un peu de s'excuser et de faire preuve de contrition à cause des massacres horribles du 7 octobre. On ne demande pas de même pour les Israéliens après les massacres et ce que beaucoup d'organisations internationales maintenant décrivent comme un génocide qui a été perpétré à Gaza. On demande la déradicalisation de Gaza. On ne demande pas la déradicalisation de l'État et du gouvernement israélien. Donc il y a évidemment un côté extrêmement injuste. Et comme vous le dites, on demande aux Palestiniens d'être gouvernés par un protectorat sous la présidence du Trump et peut-être de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Donc tout ça, ce sont des éléments très difficiles pour accepter pour la partie palestinienne. Mais je dirais, aujourd'hui, tout ce qu'on sait, ce qui va être appliqué, c'est les premières phases de ce plan, c'est-à-dire cesser le feu, c'est-à-dire libération des otages et des prisonniers, c'est-à-dire entrée de l'aide humanitaire et retrait partiel des troupes israéliennes. Tout le reste du plan du Trump, d'abord, je ne pense pas que le président Trump lui-même sache très bien ce qu'il y a dans son plan, et je pense que ça va être extrêmement difficile de les appliquer
comme je l'ai dit, la méthode Trump, c'est une méthode qui est peu orthodoxe, c'est une méthode politique. Il accepte même de parler au Hamas, qui est tout à fait... c'est une hérésie totale dans le champ politique américain. Et il accepte de dire, sa méthode, c'est de dire, vous acceptez mon plan, les détails, on verra après. Et les détails, c'est ceux que vous avez évoqués aujourd'hui. À l'instant, j'ai beaucoup de mal à imaginer le Hamas accepter son désarmement. J'ai du mal à imaginer Israël accepter une force internationale d'interposition à Gaza. Donc tout ça, on attendra pour voir. Si son plan aboutit, ne serait-ce que l'arrêt des massacres, la libération des prisonniers et des otages, je pense que pour l'instant, ça suffit. Alors, va se poser, si les choses avancent bien, à nouveau la question des deux États. Et dans le livre avec Houssen Agha, vous expliquez que vous-même, vous étiez négociateur, vous américain, lui palestinien. Vous avez œuvré pendant des années, des décennies, à essayer de parvenir à cette solution. Et vous en avez déduit que c'est une erreur, que c'est une illusion, que la solution à deux États, on en parle comme d'une sorte de potion magique, mais en fait, c'est faux. Ça ne marche pas. Le message du livre, et j'espère que les téléspectateurs le liront pour le conclure, aboutir à leur propre conclusion, c'est que cette poursuite du processus de paix et de la solution à deux États, c'est évident, elle s'est révélée être un échec, un fiasco total. Et il y a des raisons ponctuelles encore, les erreurs des uns et des autres, mais est-ce qu'il n'y a pas une raison plus fondamentale qui est que cette recherche n'a pas compris le fond du problème entre Israéliens et Palestiniens, qui n'est pas un problème technique. Où est-ce qu'on va tracer la ligne en Cisjordanie? Comment est-ce qu'on va diviser Jérusalem? Combien de réfugiés est-ce qu'ils vont retourner en Palestine? Ça, ce sont des questions importantes, mais ce n'est pas le fond du problème. Le mouvement sioniste au départ et le mouvement palestinien au départ, c'est une lutte beaucoup plus existentielle, beaucoup plus historique, émotionnelle. Et la solution à deux États, à un moment donné, peut-être aurait pu marcher, mais elle n'a jamais vraiment correspondu aux attentes, aux revendications, aux craintes, aux aspirations des uns et des autres. Et encore une fois, le message du livre, c'est pas de dire voilà la solution qui est meilleure qu'une solution à deux États, c'est de dire qu'il faut repenser tout le processus, les acteurs du processus, les médiateurs du processus et le contour d'une solution qui peut-être nécessitera une conception beaucoup plus fluide de la souveraineté, parce qu'une division rigide entre Israël et Palestine, eh bien, c'est ce qu'on a essayé maintenant depuis des décennies, et c'est ce qui nous a amené au désastre auquel nous assistons. Alors vous parlez évidemment de pas mal de négociations. Il y a notamment les négociations à Camp David en l'an 2000 qui ont échoué. Ensuite, il y a eu la seconde intifada. Est-ce que là, quand même, sous Bill Clinton notamment, on n'était pas très proche de cette solution, ou même là, c'est un diagnostic un petit peu exagéré et vu avec certains intérêts? Très exagéré. C'est-à-dire, je pense que si on regarde aujourd'hui, et même à l'époque, où en étaient les partis, nous n'avions rien résolu, ni la question territoriale, ni la question des réfugiés, ni la question de Jérusalem, ni la question de la sécurité. Tout ça, on avait essayé, je pense, c'est un hubris américain, de résoudre en 2 semaines. 2 semaines, rendez-vous compte, 14 jours, un conflit qui durait depuis des décennies. Et je me rappelle vraiment, à l'issue de ce sommet, lorsque nous avions échoué, l'équipe américaine s'est réunie pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Un des membres de l'équipe, notre avocat, nous a fait partager cette réflexion qui était très profonde, et je ne l'ai peut-être pas assez appréciée à l'époque. Il a dit, le problème de l'équipe américaine, des membres de l'équipe américaine, c'est que nous n'avions pas assez respecté les éléments du conflit. Nous les traitions comme un problème technique, alors que pour les parties concernées, pour les Israéliens et Palestiniens, c'est leur avenir, c'est leur passé, c'est tout ce qui les concerne. Donc, je pense que nous avons mal diagnostiqué le conflit, et donc, par définition, nous n'avons pas pu le résoudre, et nous n'étions pas proches du tout d'une solution réelle entre Israéliens et Palestiniens. On regarde, je pense, ce sommet de Camp David un peu, c'est devenu un mythe, et c'est devenu une réponse. On dit toujours, c'est là où les Palestiniens ont raté l'occasion. Qu'est-ce qu'ils ont raté? Écoutez le ministre des Affaires étrangères israélien de l'époque, Shlomo Ben-Ami, que nous citons dans le livre, et qui dit, si j'avais été palestinien, jamais j'aurais accepté ce qui nous avait été proposé à Camp David. En conclusion, Rob Mallet, depuis, en effet, il y a eu une distanciation géographique avec les séparations entre Israël et la Cisjordanie, mais aussi sans doute mentale et politique. On voit que la majorité
l'énorme majorité à la Knesset aujourd'hui s'oppose à un État palestinien. Du côté palestinien, les soutiens de la solution à deux États sont sans doute moins nombreux. Ça paraît aujourd'hui totalement chimérique de se dire qu'il y aura deux États côte à côte et il faut peut-être penser à autre chose en effet. C'est ça. Et ce que Hussein et moi disons à tous, Israéliens et Palestiniens, c'est à vous, c'est pas à nous d'avoir les solutions, mais de réfléchir et de ne pas se précipiter et de dire deux États, deux États, deux États. Nous l'avons assez dit par le passé, ça a échoué. Personne ne m'a montré pour l'instant un processus qui amène de là où nous sommes aujourd'hui. Et tout le monde parle à juste titre du fait que pour les Israéliens, ils ne vont se souvenir que du 7 octobre lorsqu'ils auront un Palestinien face à eux. Et les Palestiniens, ils vont se souvenir de quoi? Des massacres, de tout ce qu'ils ont perdu depuis le 7 octobre et même avant. Donc, ne nous précipitons pas. Ne pensons pas qu'il y aura une solution demain. Il va falloir réfléchir de façon intense, difficile et que ça serait pénible pour les parties concernées. D'abord, de définir qui sont les acteurs qui doivent être autour de la table, parce que comme nous disons dans le livre, beaucoup d'acteurs très représentatifs de la collectivité palestinienne, de la nation palestinienne, israélienne, n'ont jamais été présents autour de la table, que ce soit la frange islamiste du mouvement palestinien, la diaspora, les colons israéliens ou la frange religieuse du mouvement sioniste. Eux aussi, ils ont leur mot à dire. Réfléchissons à leur participation et réfléchissons de façon beaucoup plus ouverte et souple à des solutions possibles. Robert Mallet, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cette édition dans Tête à Tête sur France 24.